Gros plan maintenant ce soir sur une vaste étude internationale qui vous intéresse. Selon une nouvelle étude internationale, Selon une étude, boire ces deux alcools diminuerait le risque d'arrêt Il y a plein d'études qui le montrent, notre cerveau il est capable d'être... Selon une étude, il est déconseillé de travailler avant 10h du matin. Il y a quelques semaines, en baladant sur Instagram, j'ai été ciblé par une pub qui a immédiatement retenu mon attention. Des bandelettes nasales, du genre que l'on voit de plus en plus d'athlètes porter et qui promettent des résultats délirants. En me collant ce morceau d'adhésif sur le nez, je viens apparemment d'augmenter de 33% le volume d'air que j'inspire à chaque respiration. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été scientifiquement prouvé. C'est écrit ici et là, sur la fiche produit. Donc même si je dois avouer que je suis sceptique sur l'efficacité de ce truc, si c'est prouvé par une étude, c'est forcément vrai. Enfin, je crois. Parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Aujourd'hui, chaque aliment, chaque méthode d'entraînement, chaque décision que vous pouvez prendre pour votre santé est appuyée par la science. Il y a une étude pour tout, et ça pose un problème. Parce que si tout est prouvé scientifiquement, alors plus rien ne l'est vraiment. Si chaque produit que l'on essaie de nous vendre est validé par la science, comment peut-on encore faire le tri et repérer ce qui mérite notre attention? Cette question, je me la pose depuis que j'ai publié la première vidéo de cette chaîne. Pour chacun des sujets que j'ai traités, j'ai essayé de m'appuyer sur la science, j'ai consulté la littérature scientifique, j'ai appris à lire des études, à les analyser, et j'ai rapidement compris quelque chose. Que ce soit par ignorance ou par pure malhonnêteté intellectuelle, n'importe qui peut s'aider de la science pour justifier n'importe quoi. À commencer par le truc que j'ai sur le nez, mais on va y revenir. Parce que si la science est partout, y compris dans mes vidéos, la moindre des choses, c'est que vous compreniez comment elle fonctionne vraiment, et pourquoi prouver scientifiquement ne veut pas dire exactement ce que vous imaginiez. Ah, ça fait mal en plus! Bon, avant d'aller sur ce produit et sur les méthodes les plus communément employées pour faire dire à la science ce qui nous arrange, il faut qu'on revienne à la base du travail d'un chercheur, la méthode scientifique. C'est un peu théorique, mais promis, je vais faire simple et c'est fondamental pour comprendre la suite. Admettons par exemple que vous soyez professeur en psychologie du sport, félicitations, et que vous cherchiez à étudier l'impact de la musique écoutée par un athlète avant une compétition sur son niveau de performance. Pour mener à bien votre étude, vous allez devoir passer par 5 étapes qui constituent la base de tous les travaux de recherche rigoureux. Pour commencer, vous formulez l'hypothèse que vous souhaitez tester. Par exemple, à partir de vos observations, vous constatez que beaucoup d'athlètes écoutent du rap avant leur compétition, ce qui vous amène à supposer que ce genre musical serait plus efficace pour préparer un effort physique important. Pour vérifier cette hypothèse, vous passez à la deuxième étape, la mise en place de votre protocole d'étude. Dans votre cas, vous pourriez recruter un groupe de sportifs qui réaliserait le test suivant. Après avoir écouté de la musique pendant 15 minutes, ils montent sur un tapis de course pour réaliser un test d'effort. Vous feriez écouter à certains du rap, à d'autres de la pop ou du classique, tandis qu'un dernier groupe n'aurait pas écouté de musique du tout avant le test. Une fois l'étude terminée, le plus gros du travail reste à faire, c'est-à-dire analyser les résultats. Si vous avez par exemple mesuré la fréquence cardiaque des participants, leur consommation d'oxygène ou n'importe quelle autre variable, c'est le moment de l'analyser et de voir si le genre musical a eu un impact sur les performances. Par exemple, vous pourriez découvrir que les participants ayant écouté du rap avant l'effort ont réussi à maintenir un plus haut pourcentage de leur fréquence cardiaque maximale lors du test que ceux ayant écouté de la musique classique. Vos résultats, les conclusions que vous en tirez, mais aussi l'explication complète de votre protocole sont ensuite consignés dans une étude que vous soumettez à une revue scientifique dans l'espoir d'y être publié. À ce stade, vous touchez au but, mais il vous reste encore une étape, parce qu'avant de publier votre étude, le journal la soumet à un comité de relecture composé d'autres chercheurs de votre domaine qui vont relire votre travail pour vérifier que la méthode est sérieuse, que votre analyse est cohérente, et si nécessaire, vous demandez des clarifications. Vous apportez quelques modifications, et voilà, votre étude est acceptée par le journal à qui vous l'avez soumise, et elle est désormais publique. Mais est-ce qu'elle prouve pour autant de manière définitive qu'écouter du rap améliore les performances sportives? Non. Parce qu'une étude, aussi bien réalisée qu'elle soit, ne prouve jamais rien. Pour qu'un énoncé soit considéré comme une vérité scientifique, il ne faut pas une, mais des dizaines d'études réalisées par différentes équipes, dans différents contextes, avec différentes méthodes, qui aboutissent au même résultat. Si aujourd'hui on est à peu près tous d'accord pour dire que faire du sport vous fera vivre plus longtemps en bonne santé, c'est pas parce qu'une étude l'a prouvé, mais parce qu'on a des centaines d'études menées aux 4 coins du monde sur des populations très différentes qui convergent vers cette même conclusion. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà que la science, ça prend du temps. Publier une étude, la faire relire, attendre que d'autres chercheurs s'emparent du sujet pour tenter de reproduire vos résultats. Ça s'étend sur des années, voire des décennies lorsqu'il s'agit d'étudier des phénomènes sur le temps long. La science bouge lentement, par itérations successives, et je sais que ça peut sembler un peu ennuyant, un peu lourd, mais c'est ça qui nous permet de lui faire confiance, parce qu'elle cherche activement à se donner tort. Si après des dizaines d'études qui tentent de prouver le contraire, l'hypothèse tient toujours, alors on peut dire qu'elle est solide. Pas parce qu'une personne en particulier a dit qu'elle était vraie, mais parce que la méthode scientifique a permis de la vérifier. Ok, ça c'est la théorie, sauf qu'en pratique, on constate tous que ça se passe un peu différemment. L'usage d'un agent conversationnel nous rend-il plus bêtes?
ou plus intelligents. Alors nous pouvons... En juin 2025, une équipe du MIT publie une étude qui fait rapidement le tour du monde. ChatGPT serait en train de nous rendre idiots. Ou en tout cas, c'est ce que répètent tous les médias qui commandent cette étude. Le sujet s'invite sur tous les plateaux télé, on convoque des chroniqueurs qui s'inquiètent pour l'avenir de nos sociétés, mais dans tout ça, qui est allé lire l'étude du MIT derrière cette panique ? Quasiment personne, et ça se comprend, parce qu'elle fait 216 pages, et que ça se lit pas aussi bien qu'un roman. Mais le problème, c'est qu'à cause de ça, les conclusions de l'étude ont été mal interprétées, voire carrément déformées. Déjà, on parle d'une étude en préprint, c'est-à-dire un papier qui vient d'être soumis à une revue scientifique, mais n'a pas encore été relu. Et surtout, à aucun moment, l'étude n'explique que l'utilisation de l'IA nous ramollit le cerveau. En conclusion, les chercheurs précisent bien que nos résultats sont contextuels et se concentrent sur la rédaction de dissertations en milieu éducatif. Ils ne sont pas nécessairement généralisables à d'autres tâches. Et en interview, la directrice de recherche a dû clarifier que son travail ne montre en rien que l'IA rend idiot, qu'il s'agissait d'une étude n'impliquant qu'une dizaine de participants très éduqués, et qu'elle ne mesure absolument pas les conséquences à long terme de l'usage des LLM. Does your study provide evidence that ChatGPT is making us dumber? No, I'm so happy you asked. Mais alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas ce discours qu'on entend ? Pourquoi est-ce qu'un travail de recherche bien mené, dont les conclusions sont pourtant accessibles publiquement, finit par être déformé ? Il y a beaucoup d'explications à ça, mais la première, c'est que la science ne parle plus la même langue que les médias ou les réseaux sociaux. Lorsque vous lisez une étude scientifique, vous tombez systématiquement sur des formulations comme « nos observations suggèrent que »,« il semblerait que », ou « d'autres études seraient nécessaires pour confirmer que ». Bref, vous voyez là où je veux en venir, la science s'exprime avec beaucoup de nuances et finalement assez peu de certitudes. Et c'est important d'avancer comme ça parce que c'est la manière la plus précise de décrire le réel. On observe un phénomène, on pense avoir une bonne idée de son origine, mais on reste prudent parce qu'on accepte qu'on peut se tromper. Sauf qu'aujourd'hui, la nuance ne paye plus. Les opinions fortes ou les certitudes captent plus l'attention que les doutes ou les suppositions. Et on en est à la fois les coupables et les victimes. Soyez honnêtes, entre ces deux articles, sur lequel avez-vous le plus envie de cliquer ? Les médias ou les influenceurs ont leur part de responsabilité, mais ils ne sont que le reflet de nos propres biais psychologiques. Quand tout leur modèle économique repose sur leur capacité à attirer notre attention, on peut comprendre qu'il soit tentant de sacrifier la nuance pour générer plus de viralité ou de chiffre d'affaires. Parce que oui, on y vient, mais aujourd'hui, la science est l'un des arguments marketing les plus efficaces. Et en préparant cette vidéo, j'ai découvert que certaines marques ne manquent pas de créativité pour vanter les bienfaits scientifiquement prouvés de leurs produits. Lorsque l'on vous présente un produit prouvé scientifiquement, il y a généralement deux réactions possibles. Vous pouvez partir du principe que la marque est de bonne foi et que leur produit est réellement basé sur un consensus scientifique solide, ou vous dire que c'est n'importe quoi, et vous n'y prêtez aucune intention. Sauf que bien souvent, la réalité est encore plus vicieuse. En fait, j'ai pas vraiment remarqué de produit prouvé scientifiquement qui repose sur un pur mensonge. Même pour ces bandelettes nasales, dont l'efficacité me paraît pourtant discutable, j'ai bien trouvé d'où viennent les 33% d'amélioration de mes flux respiratoires. La marque s'appuie sur cette étude, réalisée en 2005, où 23 participants ont porté le même genre d'écarteur nasal. Et effectivement, les chercheurs ont mesuré que quelque chose avait augmenté de 33%, sauf que c'est pas les flux respiratoires, et encore moins la performance sportive. Non, en fait, ces dispositifs étendent la surface de l'une des zones internes du nez. C'est pour ça qu'ils existent depuis longtemps pour les patients qui ont des problèmes de congestion nasale, mais leur efficacité pour les sportifs n'a jamais été démontrée. Donc soit la marque l'a inventé, soit ils ont été très contents de tomber sur cette étude, parce que 33% ça sonne bien, c'est facile à retenir, et surtout c'est significatif. Attention, je dis pas que le produit est inutile, mais le commercialiser comme scientifiquement prouvé pour un usage sportif, c'est audacieux. Et même si je trouve pas ça très classe, c'est loin d'être la seule méthode employée par les marques pour s'arranger avec ce que dit la science. Prenez par exemple ce complément, supposé booster votre VO2 max. Je précise rapidement pour ceux qui ne sont ni cyclistes ni coureurs, la VO2 max correspond à la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable de consommer. C'est un déterminant assez important de la performance, notamment dans les épreuves d'endurance, donc si je peux l'améliorer sans augmenter mon volume d'entraînement, c'est intéressant. Apparemment, tout ça repose sur un savant mélange d'ingrédients naturels, dont le plus important serait la rhodiole, une plante dont les bienfaits pour l'endurance sont scientifiquement prouvés. Et c'est vrai, mais le dosage du complément est 1400 fois plus faible que celui utilisé dans les études. Celles-ci sont par ailleurs divisées, il n'y a aucun consensus sur l'efficacité de cette plante pour améliorer votre VO2 max, et même dans les cas où la rhodiole semble augmenter les performances d'endurance, les effets se dissipent à long terme, ce qui est embêtant quand la marque conseille de son côté de se supplémenter pendant plusieurs mois. Donc est-ce que dire que l'efficacité de la rhodiole a été validée par la science est un mensonge? Non. Il n'y a pas de consensus clair, mais certaines études laissent penser que ce n'est pas inintéressant. Pour autant, est-ce que ce produit, tel qu'il est commercialisé, apporte les mêmes bénéfices que ceux décrits par les études sur lesquelles il s'appuie? C'est presque sûr que non. Et c'est sur cette ligne très fine qu'énormément de marques avancent pour s'attribuer les vertus de la science, sans en adopter la même rigueur. Alors on peut trouver ça malhonnête, et très sincèrement, ça l'est, mais si autant de marques y ont recours,
c'est que ça marche. Moi le premier, même après avoir travaillé sur cette vidéo, une part de mon cerveau reste très réceptive à ces arguments. En voyant qu'un produit a été testé en laboratoire ou validé par une étude, je peux pas m'empêcher instinctivement de lui accorder un petit peu plus de crédit, et je suis certain que vous êtes nombreux à fonctionner de la même manière. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi, alors même qu'on sait tous que beaucoup de ces slogans sont trompeurs, ils continuent de fonctionner sur nous? J'ai retourné le problème dans tous les sens, sans trouver d'explication vraiment convaincante, et puis je me suis souvenu de cette expérience. 150 volts. Answer horse. En 1963, le docteur Stanley Milgram met au point ce qui est peut-être l'expérience de psychologie la plus célèbre du XXe siècle. Le protocole qu'il présente aux volontaires est simple, ils doivent jouer le rôle d'un enseignant dans le cadre d'une expérience sur la mémoire. Lorsqu'ils arrivent à l'université de Yale où se déroule l'étude, les participants sont reçus dans un laboratoire par un scientifique encadrant l'expérience. Dans la pièce d'à côté se trouve un élève qui doit mémoriser puis répéter une liste de mots. À chaque fois que l'élève se trompe, l'enseignant doit appuyer sur un bouton qui lui envoie une décharge électrique. Et à chaque nouvelle erreur, l'intensité de cette décharge augmente. La méthode semble barbare, sauf que toute cette expérience est un leurre. Le rôle de l'élève est en réalité joué par un comédien qui simule des cris de douleur et ne reçoit aucun choc électrique. Parce que le véritable objectif de Milgram n'est pas de tester la mémoire, mais bien de mesurer jusqu'où l'enseignant est prêt à aller par obéissance à une figure d'autorité scientifique, même quand il croit infliger une souffrance à un innocent. Dans la version originale de l'étude, 65% des participants vont jusqu'à administrer ce qu'ils pensent être une décharge de 450 volts à l'élève, malgré ses cris, ses supplications, et le danger évident que représente une telle décharge. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'à côté d'eux, un scientifique en blouse blanche leur demande de continuer, en répétant que c'est important pour l'étude. Continue, please. Go right on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Ce qui est fascinant pour notre sujet, c'est que lorsque l'équipe de Milgram a déplacé l'expérience de l'université de Yale à un immeuble de bureau tout à fait standard, le nombre de participants allant jusqu'à administrer 450 volts tombe à 47%. La même souffrance, lorsqu'elle n'est plus infligée au nom de la science, devient soudainement beaucoup moins tolérable. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que notre époque a développé une foi presque absolue envers la science. On entend beaucoup parler de mouvements complotistes ou anti-vax, mais en réalité, l'écrasante majorité de la population est d'accord pour dire que la méthode scientifique est la manière la plus fiable de se rapprocher de la vérité, quel que soit le sujet. À bien des égards, la science est la religion du monde moderne, et là où les générations qui nous ont précédés cherchaient des réponses à l'église, la nôtre se tourne vers PubMed. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Accorder notre confiance à la science, et plus particulièrement à la méthode scientifique, ça nous a énormément apporté. L'intégralité des milliers de conditions nécessaires à la réalisation et la diffusion de cette vidéo ne sont validées que grâce à la science. Mais ça n'a rien de magique. Une vérité scientifique n'a pas de valeur simplement parce qu'elle émane d'un chercheur ayant fait plus d'études que vous. Non. Ce qui lui donne du poids, c'est qu'elle repose sur des faits, de l'expérimentation et une méthode robuste de correction des erreurs. Le problème, c'est qu'expliquer cette confusion, ça prend 3000 mots et un peu plus d'une dizaine de minutes. L'exploiter pour vendre n'importe quoi ou légitimer un discours, ça prend 30 secondes. Mais allez, admettons que vous vous faites avoir par une promesse marketing pseudo-scientifique. Est-ce que c'est si grave que ça? Vous allez dépenser un peu d'argent qui aurait sans doute été plus utile ailleurs, mais c'est pas non plus dramatique. Là où ça devient dangereux par contre, c'est quand on finit par accorder notre confiance aux mauvaises personnes. Quand l'exigence principale pour être mise en lumière n'est plus la connaissance du sujet, mais la capacité à attirer l'attention. Les deux ne sont pas incompatibles. On a d'excellents auteurs, chroniqueurs ou créateurs qui sont par ailleurs de vrais experts de leur sujet, mais c'est pas toujours le cas, et ça vous demande de faire un tri très minutieux des médias et des créateurs à qui vous accordez votre confiance. Soyez vous-même scientifique dans votre manière de consommer du contenu, et ne vous basez pas sur une seule source d'information. Comprenez aussi que de la même manière que toutes les études ne se valent pas, certaines personnes sont plus dignes de confiance que d'autres. Si on parle d'alimentation par exemple, une diététicienne diplômée, formée à lire la littérature scientifique et consciente de ses limites, sera toujours plus pertinente qu'un pseudo-expert très sûr de lui et qui ne s'appuie sur la science que pour légitimer ses opinions ou vous vendre un programme. C'est essentiel parce que tant que le grand public ne sera pas mieux éduqué au fonctionnement réel de la démarche scientifique, n'importe qui pourra continuer à s'en attribuer les mérites sans en respecter les exigences. Alors la prochaine fois qu'une marque, un créateur de contenu ou n'importe qui vous dit qu'il a raison parce qu'une étude le prouve, essayez au moins de vérifier la source, si tant est qu'elle soit citée. Est-ce que l'étude existe réellement? Est-ce que ses résultats montrent bien ce qu'on vous en a dit? Est-ce qu'il s'agit d'une simple expérience sur 10 participants ou d'une méta-analyse regroupant les résultats de centaines d'études? Je suis d'accord, ça prend du temps, et encore vous avez maintenant des outils incroyables pour vous simplifier le travail à ce niveau-là. Mais si vous n'avez aucun contrôle sur les bêtises que d'autres peuvent raconter, vous êtes en revanche responsable de ce que vous en faites. Si vous ne faites pas l'effort conscient d'affûter votre esprit critique, quelqu'un d'autre s'en occupera pour vous, et rarement à votre avantage.